peut-être du coup on passe à Tarek. Là, on a parlé un peu du gouvernement. On a l'impression que voilà, c'est une question, c'est pas vraiment une question de moyens, mais plutôt comment orienter ces moyens, parce qu'on a l'impression que c'est des petites choses. Vous, de par votre position dans plusieurs institutions internationales, justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette question-là? D'abord, moi, quand un étranger me pose la question de comment va la Tunisie, ma réponse automatiquement, c'est tout va bien. Et j'ai dit ça à Souk Ben Ali, après Ben Ali, je n'ai pas changé de... C'est toujours ma réponse, tout va bien. Je ne dis pas ça parce que je suis hypocrite, mais parce que je sais que la réputation d'un pays, comme la réputation d'une personne, on peut la construire et ça prend beaucoup de temps pour qu'elle soit bonne, mais on peut la détruire en une seconde. C'est vraiment important de se rappeler que les gens ne retiennent que les choses négatives en général quand on parle d'un pays. Et quand on vous colle une étiquette, c'est très difficile de l'enlever. Donc ce qui s'est passé malheureusement avec le terrorisme ces dernières années nous a beaucoup affecté. On ne le réalise pas peut-être en Tunisie, mais quand on est à l'étranger, c'est... Quand on est à l'aéroport, quand on voyage, moi j'ai toujours eu des remarques déplacées. C'est assez sournois, mais je le sens. Hein. Tout ce qui s'est passé m'affecte personnellement. Donc c'est très important de tout faire pour que l'image du pays reste positive. D'abord, il faut qu'on s'assure que cette image-là n'est pas affectée, mais passer à l'autre étape, d'utiliser cette image de marque, une fois qu'elle est construite, pour nous ouvrir des portes à l'étranger. Et on a beaucoup d'opportunités en Tunisie parce que on ne le réalise pas non plus, mais quand on a organisé le sommet mondial sur la société de l'information en 2005, c'était une occasion en or pour nous d'accéder à la communauté internationale, comme la Corée l'a fait dans les années 80 avec les Jeux Olympiques en 88, dont je me rappelle très bien, j'avais 8-9 ans, mais je me rappelle très très bien de la mascotte de ces Jeux Olympiques-là, qui ont fait de la Corée un acteur international. Avant cela, la Corée n'était vraiment rien. Ces Jeux Olympiques-là ont signé l'accès de la Corée à la communauté internationale, et on a eu cette même occasion avec le SMSI, mais on l'a raté malheureusement, pour des questions politiques essentiellement, mais il fallait aussi penser plus long terme, dépasser cette question-là et penser à comment on pourrait profiter de cette occasion-là. Bon, maintenant, actuellement, ce que j'observe, c'est que les changements internationaux qui existent en ce moment font qu'il y a encore des ouvertures pour la Tunisie pour améliorer son image. Ces ouvertures-là, elles ont été créées par des gens comme mes collègues qui ne travaillent pas pour le gouvernement, qui sont dans le secteur privé, qui sont dans la société civile et qui sont porteurs d'un message universel. Donc ils travaillent avec des acteurs internationaux sur la base de choses qui intéressent le monde globalement. Donc ils ne sont pas forcément dans une démarche centrée sur le pays. Ils ont accès à cette communauté internationale. Dans mon organisation, j'ai aussi accès à beaucoup d'acteurs internationaux. Nous sommes à peu près 300 Tunisiens à l'ONU, donc il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est une communauté qui est complètement déconnectée de la diplomatie du pays, de la politique étrangère du pays. Donc, quand je vois ce que font les autres pays, les grands pays en tout cas, ceux qui ont de l'argent, qui peuvent placer des gens dans des postes de décision, nous, on n'a pas réussi à utiliser nos diplomates à l'étranger comme un levier de politique étrangère. Et il y a toujours une cassure entre cette communauté-là de Tunisiens qui travaillent dans les organismes internationaux et la politique étrangère tunisienne. Donc ça, c'est une chose sur laquelle on devrait travailler, faire en sorte que cette communauté-là est utilisée pour avoir accès à des marchés, avoir accès à des connaissances, avoir accès à d'autres pays qui peuvent nous aider dans différents endroits au monde. Il y a beaucoup de choses à faire sur ce point-là. Et dernière chose sur laquelle je voulais parler, c'est le rôle de ces acteurs non gouvernementaux comme acteurs décisionnels.
Actuellement, dans ma relation avec la Corée du Nord, je n'ai pas de relation directe, mais ce sont des ONG qui font le rôle de médiateur, qui font transmettre des messages avec ce gouvernement-là, qui est complètement fermé à la communauté internationale. Et j'ai eu aussi la même expérience, j'ai travaillé il y a 2 ans sur la guerre de Raza. Si vous vous rappelez, en 2014, il y a eu une guerre à la Raza. Il y a eu beaucoup de morts, il y a plus de 2000 morts, et l'ONU a fait une commission d'enquête pour enquêter sur les crimes qui ont été commis. Donc j'ai été enquêteur dans cette commission-là, et on n'a pas eu accès non plus aux territoires occupés, ni à Raza, et malgré ça, on a pu faire une très bonne enquête, aidée par les ONG qui avaient accès aux victimes, qui avaient aussi accès au gouvernement. Donc, ce sont ces acteurs-là qui font qu'il y a une nouvelle dynamique qui est mise en place et qui sont en train de flouter la différence entre État et acteurs non étatiques, d'une part, et puis la différence entre grands pays et petits pays. Donc, toutes ces différences-là sont en train d'être estompées avec cette nouvelle dynamique-là. Et je pense que pour un pays comme la Tunisie, c'est un petit pays certainement, mais ça ne veut plus dire grand-chose d'être un petit pays en ce moment. La Corée du Sud, elle fait la moitié de la superficie de la Tunisie. C'est un pays qui est vraiment petit, mais quand on voit la présence de la Corée à l'international, elle est vraiment incroyable, avec leur K-pop, K-food, K-drama, toutes ces choses-là qu'ils ont signées, et c'est une mouvance qui est très nouvelle. Elle a commencé dans les années 90-2000, donc ça ne date pas de longtemps, mais ils ont réussi quand même à se positionner à l'international. À nous maintenant de réfléchir à des manières de placer la Tunisie à l'international par notre art culinaire, par notre héritage culturel aussi, qui peut fasciner. Et moi, je présente beaucoup la Tunisie aux Coréens et ils sont vraiment très intéressés par beaucoup de choses. L'Yahna, on considère comme acquise. Il y a les maisons troglodytes que je montre aux Coréens, par exemple. Ils trouvent ça fascinant. Comment est-ce qu'on peut utiliser la montagne? C'est un pays montagneux, la Corée. Comment on utilise la montagne pour construire des maisons au sein même de la montagne. Ils trouvent ça vraiment ingénieux, comment on peut faire ça. Donc ce sont ces petites choses-là sur lesquelles on devrait miser parce qu'elles pourraient nous rapporter vraiment, vraiment beaucoup. Okay. Juste pour rebondir sur le mot petit pays, je vous assure, j'ai toujours dit que nous sommes un petit pays, mais une grande nation, donc ça c'est sûr. Et rebondir aussi sur le sommet mondial de l'information. Le SMSI, à mon avis, c'était un événement important pour la Tunisie. Et d'ailleurs, l'une des actions que moi-même j'avais entrepris il y a quelques années, avant tout, il y a quelque chose que je suis vraiment fier que j'ai fait moi en tant que personne, et que je pense que la majorité de cette salle n'a pas une idée sur ce que je vais dire. Est-ce que vous avez l'article 32 de la Constitution tunisienne? Qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un? L'article 32 de la Constitution tunisienne qui a été adopté en janvier 2014, il parle de 2 choses. Il parle de la garantie d'accès à l'information, mais il parle aussi, dans une deuxième paragraphe, de la garantie d'accès au réseau. C'est la seule constitution dans le monde qui garantit l'accès au réseau à ses citoyens. Je vous assure que j'ai fait le travail nécessaire pour que je sois sûr de ça, parce qu'on a travaillé sur un projet chez Google qui, en fait, renonce toutes les constitutions du monde, et j'ai vérifié, il n'y a aucune constitution dans le monde qui garantit à ses citoyens l'accès au réseau de l'Internet. Ça, c'est quelque chose que nous, on doit tous être fiers de ça. Et honnêtement, moi, je suis fier de ça parce que j'avais passé 3 semaines dans les couloirs de l'Assemblée nationale constituante pour convaincre chaque membre de l'Assemblée constituante pour passer cette phrase-là. Bon, il y a beaucoup de travail qui a été fait avec le ministère et tout ça. Il y avait même une possibilité de faire passer une autre phrase sur la neutralité de l'Internet, mais ça, c'est une autre chose. Mais aujourd'hui, c'est déjà un élément que la Tunisie peut prévaloir dans le monde digital, étant la seule nation au monde qui a dans sa constitution la garantie d'accès au réseau. Quand j'ai raconté cette histoire au président Marzouki, bon, je le respecte beaucoup et j'ai travaillé avec lui,
Mais malheureusement, par exemple, quand j'ai parlé avec ses conseillers sur un événement qui était organisé en Brésil en 2013, le Net Mondial, c'était considéré dans le monde digital comme le plus grand sommet mondial sur l'information. Ce n'est pas un sommet onusien, mais c'est un grand sommet. J'ai proposé que le président Marzouk il va au Net Mondial, vu que déjà Sarkozy a participé, Delma elle a participé, donc il y avait plusieurs présidents. J'ai proposé à ses conseillers d'utiliser le fait que nous, on passait le passage de SMSI au Net Mondial, donc nous sommes le pays qui a créé la gouvernance de l'Internet, qui a créé ce sommet mondial sur l'information, et d'utiliser le fait que nous sommes le seul pays qui a cette garantie dans l'accès à l'information, et bien réellement, il n'a pas réagi, ni lui, ni ses conseillers. Donc, c'est une autre occasion de rater. Et il y en a beaucoup. Donc, des choses comme ça, à mon avis, il faut y travailler beaucoup sur ces questions-là. Donc j'ai l'impression qu'il y a un point commun, c'est qu'on est en train vraiment de pointer du doigt. Bon, je pense qu'il n'y a personne du gouvernement ici avec nous. Alors, on a un tout petit peu anticipé sur cette notion de qui déjà. On a parlé d'entrepreneurs, on a parlé un peu de diaspora. N'importe qui entre nous peut donc être cet ambassadeur ou une nouvelle figure d'ambassadeur. On a parlé d'ONG et notamment des acteurs de la culture qui peut être un autre véhicule, un autre vecteur. Mais qui d'autre ? Peut-être dans cette notion de qui ? Écoute, surtout peut-être aussi pour qui ? En fait, c'est simple. Quand on a un pays qui ne valorise pas ses athlètes, exemple d'Habib Aghribi, que tout le monde connaît ici, qui peine à trouver du financement en Tunisie, malgré qu'il y a quelques groupes, Zach, je pense que tu étais dedans un petit peu, qui essaient de lui trouver du financement. Quand on a une athlète paralympique de médaille d'or qui poste une vidéo sur Internet et qui dit personne n'est en train de m'aider, je trouve pas de job, pour moi ça me fait de la peine. Quand on a des startups tunisiennes quand ils s'adressent au CEPEX pour avoir des billets d'avion ou pour aller en Afrique et qu'on ne leur donne pas, ça me fait de la peine. Après, franchement, j'ai arrêté il y a quelques années. D'abord, il faut dire un truc. Tout le monde qui est passé sur cette scène aujourd'hui se connaît, plus ou moins à 90%. On s'est tous croisés dans les couloirs, dans des événements. On a fait des choses ensemble. Avec Rald, on avait créé TEDx Carthage en 2010. Tarek t'a parlé aussi, quand on était blogueurs tous les trois avant la Révolution pour différents sujets, etc. Et plusieurs d'entre vous, tout le monde qui passait sur scène se connaissent. Et on est ensemble, je pense, sans être humble. Franchement, je pense qu'on est tous une nouvelle force en Tunisie qui est en train d'essayer de pousser les choses. On a essayé de pousser les red tapes avant. On a réussi dans des endroits, we failed miserably dans d'autres endroits, mais là, c'est une force de la Tunisie, c'est une nouvelle Tunisie qui est en train de construire. C'est pas tous les jours. Quand on est dans le cambouis, quand on a les mains dans le cambouis en Tunisie, on voit pas ça. Hein. On voit une administration, on voit les flics qui débarquent chez moi à Cogit, qui demandent les cartes d'identité de tout le monde, 160 personnes. On voit les flics qui me bloquent de rue pour que je puisse pas avancer. On voit la banque centrale qui bloque des transferts d'argent. On voit tout ça. On voit une administration qui demande du bakshish pour donner des papiers. On voit une administration qui a un pouvoir sur des gens comme nous avec un cachet. On voit tout ça. Mais on voit aussi, ce qu'on ne voit pas, c'est la Tunisie qui construit. On voit la carte postale Tunisie. Moi, je dis toujours, la carte postale Tunisie, c'est la plage, le couscous, le machmoum et le jmal yoshrou fi Kababouga, vous voyez. Mais la Tunisie aussi, l'autre carte postale de Tunisie, c'est le policier qui prend 10 dinars dans un rond-point, mais c'est aussi le start-upper, c'est aussi le Badreddin Weli, c'est aussi les Shahir, les Khaled, etc. Et c'est ça la Tunisie aujourd'hui. On doit construire une marque d'une Tunisie qui est en train de gagner des batailles à l'international. On a des écoles, sur les compétitions d'étudiants maintenant en ingénierie. Esprit est en train de gagner tous les titres. Elle gagne Barcelone chaque année depuis 5 ans. Ça, on le voit pas dans nos journaux. Dans l'inspiration aussi, il faut
Aujourd'hui, je parle mon frère vient de rejoindre Centrale ici et je parlais et je parlais avec ses amis. Il m'a invité à l'ENIT plusieurs fois pour parler avec des étudiants de l'ENIT. C'est difficile de leur convaincre qu'ils sont dans un grand pays, qui peuvent faire des choses. Pour eux, faire des choses commence par partir. Donc, on commence à construire au moment où on est parti. Alors que, franchement, j'ai choisi de rester. Je suis parti pour mieux revenir. Et je pense qu'il y a des choses à faire. C'est pas facile tous les jours. Akram, je pense que tu as créé ta boîte entre la Tunisie et la France. Tu réussis mieux en France qu'en Tunisie. Maintenant, ça va. Plusieurs d'entre vous ont fait la même connerie de revenir en Tunisie ou de rester. Mais franchement, on est en train de construire une nouvelle marque. Un nouveau paysage. Et un nouveau pays. C'est un nouveau pays. Aujourd'hui, il y a 6 ans, il y a 7 ans, c'était impensable de rencontrer un ministre pour quelqu'un comme moi. Aujourd'hui, c'est juste un fond de Callaway. C'est la révolution, c'est vrai, mais pas que. La révolution n'a pas fait que Anwar Marouf vienne jouer au ping-pong à Cogit, tu vois. Ou qu'on a Najmuddin Hamrouni qui vient dire j'عملوا الفروخ هذوما خلينا نشوفوهم شنو يعملوا الستارت اب هذوما نحب نفهمها الحكايه هذه. ولا quand on a Norman Fehri aussi pareil quand il était ministre, c'est pas facile. On est en train de construire une nouvelle Tunisie. On est en train de construire, croyez-moi, hein, je vous le dis, il y a des jours où je rentre chez moi et je pleure. Hein, c'est pas facile. Il y a des jours où je me dis, je pleure de rage à mon avis. Ouais, et il y a des jours où je me dis, je vais me casser. Moi aussi, j'ai mon passeport, j'ai ma carte de crédit, je vais aller à l'aéroport, prendre le premier avion et ne plus revenir. Il y a des jours où il y a, en fait, on pourra vous parler d'un jour après un TEDx Certa, je suis rentré. Je suis couché, j'ai pas pu me relever, ils ont ramené le médecin. Vous voyez, donc c'est pas facile. La Tunisie c'est pas facile. Mais il y a des jours où je me tourne, il y a Smaïl Benzissi qui lève 1 million de dinars, il y a un Karim Jouini qui a commencé à Cogit qui lève 1 million d'euros, et il y a un Badr Dinoueli qui vient et dit moi je vais faire une fondation pour la Tunisie, je vais mettre un chèque personnel de 20 millions d'euros dedans, et là ça te booste. Là c'est un nouveau pays. C'est une nouvelle stratégie. Là tu as un Lyoum qui crée une collection chaque année. Et qui fait 4 chaque année. Non mais écoute, pour Lyoum, et j'ai raconté l'histoire tout à l'heure, on était en voyage avec des startups en Égypte. On avait une personnalité du gouvernement avec nous et il présentait toutes les startups pour ce qu'il faisait, et il se tournait vers Lyoum, vers Sofiane, il disait, et lui il fait des t-shirts. Il l'a fait 2 fois, mais les gens ne comprennent pas qu'il est en train de créer une nouvelle Tunisie. Il est plutôt, nous, on l'a classé comme acteur culturel. Voilà, exactement. Et donc, pour l'histoire, au bout de 2 fois, il a accepté. Après, on était dans un avion pendant 5 heures ensemble, 4 heures ensemble. Donc, il va s'asseoir à côté du ministre. Il ouvre son laptop, il lui dit, je vais t'expliquer ce que je fais. Et là, fais un t-shirt, je ne suis pas un vendeur de t-shirts. Exactement. Donc pour résumer, je pense que la Tunisie, c'est beau. La Tunisie, ça m'apporte beaucoup. C'est un fight quotidien. C'est aussi mes souvenirs, mes plages de Gerba, le Kaftéji que Zach adore, le centre-ville, la Marsa, etc. Mais c'est aussi des fights quotidiens, c'est des startups qui créent. Aujourd'hui, on a vraiment des gens qui sont en train de percer à l'international, et j'en découvre de plus en plus. Là, par exemple, avec Cogit, on est en train d'ouvrir à Paris, on ouvre avec Expensia à Châtelet, pour justement connecter avec vous la diaspora et connecter les startups de la diaspora aux startups tunisiennes et faire le bridge entre les 2 pays. Mais en faisant ça, on s'est adressé à des startups, à des entrepreneurs partout dans le monde, des Tunisiens. On leur a dit, est-ce que vous pouvez mettre à disposition des entrepreneurs tunisiens un desk chez vous? Un desk, juste un desk. Et peut-être qu'un jour, un entrepreneur viendra sonner à votre porte et il sera tunisien. On va vous envoyer des gens qui sont bien, on estime que vous êtes des gens bien et que vous pouvez connecter. Et il y a un entrepreneur qu'on a rencontré il y a 2 semaines à Tunis, qui est un entrepreneur très connecté à Nouméa, qui est venu taper à la porte de Cogit. Et le gars est venu et dit, écoutez, ça fait longtemps que je veux aider la Tunisie, je ne sais pas comment faire, ça me plaît.
Et maintenant, je pense en janvier, on va avoir le premier bureau Cogit à Nouméa. Et on va en avoir des centaines partout dans le monde. L'invasion Cogit. Et ça sera des endroits gratuits pour aller juste travailler, pour les Tunisiens, pour aller travailler dans d'autres pays. Et ça, c'est ce que j'appelle la nouvelle diplomatie. C'est la diplomatie des startups, des gens qui font. En fait, Houssem, on a l'impression que c'est plus une espèce de diplomatie collaborative, un peu décentralisée, où il y a une myriade d'acteurs qui y contribuent. Mais peut-être que Khaled, tu pourras aussi un peu nous donner ton avis par rapport à cette question de qui. En fait, en voyant les personnes qui étaient aujourd'hui en train de parler de leur success story et en analysant la situation, je me rends compte qu'en réalité, le qui, c'est tout le monde et pas le gouvernement. Surtout pas le gouvernement. Surtout pas. Je n'ai absolument rien contre le gouvernement, mais le gouvernement doit jouer un rôle simple qui est de régulateur. Il doit fournir l'infrastructure. Il doit encourager chaque individu tunisien à être capable, à investir, à choisir, à prendre l'opportunité qu'il veut et à décider de ce qu'il veut dans sa vie. Est-ce qu'il veut être un artiste, un entrepreneur, un enseignant, un agriculteur? Ça, c'est son choix. Mais n'importe quelle personne sur le territoire tunisien, que ce soit à la Marsa ou à Sidi Bouzid ou à Medellín, il doit avoir la possibilité... Ou à Paris, ou exactement. En réalité, aujourd'hui, être un Tunisien, tu peux l'être un Tunisien à Séoul ou n'importe quel endroit dans le monde. Et donc, ce que nous, on demande, c'est que laisser plus de Houssem, laisser plus de Lioum, laisser plus de tous nos amis que nous avons aujourd'hui. Et ça, c'est pas à travers le choix d'une personne ou d'un groupe de personnes. Ce n'est pas le gouvernement ni la commission de X ou Y qui va choisir qui va réussir. On doit, en fait, we need to enable people everywhere. On ne doit pas choisir, nous, ou M. X parce qu'il est le ministre de l'Emploi, ou M. Y parce qu'il est ministre de la Santé, qui va choisir qui va être mieux pour la santé ou qui va être mieux pour l'emploi. On doit tout simplement jouer notre rôle de régulateur. Et donc, à mon avis, le qui, c'est nous, tous. Et à chacun, il doit jouer son rôle. Et le gouvernement, de préférence, elle doit jouer que le rôle de régulateur. Tarek, tu es d'accord que le gouvernement doit être que régulateur, c'est ça? Moi, je suis un bureaucrate qui n'aime pas la bureaucratie. Donc, je suis un peu d'accord avec mes collègues. Par contre, je ne pense pas que le gouvernement n'ait pas de rôle important. Je pense que le rôle du gouvernement est très important. Parce que quand j'observe comment les choses ont été faites en Corée, c'était un processus gouvernemental. C'était une décision du gouvernement, une politique générale disant ce pays doit s'ouvrir au monde et doit vendre sa culture au monde. Donc ça, c'était une décision politique. Ce n'était pas une décision organique de la société civile. Mais bon, ça a marché en Corée parce que c'est une culture hiérarchique où les choses fonctionnent de haut en bas. Chez nous, ça ne pourrait pas marcher, en particulier ces jours-ci. Hein? Oui, tribal même. On peut dire ça comme ça. Par contre, moi, ce sur quoi je voudrais insister, c'est le rôle de la diaspora tunisienne, qui, je trouve, n'arrive pas à s'organiser d'une manière efficace pour apporter ce plus dont le pays a besoin. Et il y a beaucoup de gens qui sont absolument magnifiques, je les rencontre tout le temps, mais qui ne sont pas utilisés. On les ramène aux ambassades chaque 20 mars pour se rappeler qu'ils sont tunisiens, mais il n'y a rien de systématique. Et nous avons vraiment besoin de nous organiser. Et ne pas attendre que quelqu'un le fasse pour nous. Alors peut-être pour anticiper sur la question de comment s'organiser justement peut-être là, parce que j'ai l'impression que c'est un point qui est revenu. Alors comment s'organiser? Pour moi, il faut d'abord être responsable. Il faut que chacun d'entre nous se rappelle que même si on vit à l'étranger, même si on vit longtemps à l'étranger, on va toujours nous ramener vers nos origines. Quel que soit le nombre d'années qu'on passe à l'étranger. Donc se rappeler qu'on est ambassadeur de son pays, quel que soit ce qu'on fait, et faire attention à ce que nos actions ne contribuent pas au déclin du pays, mais contribuent à le pousser vers l'avant. Et la deuxième chose importante à faire, c'est de recruter des alliés parmi les étrangers. Ça, c'est très, très important.
Donc il ne faut pas penser à ce processus comme un processus tuniso-tunisien. Ce n'est pas seulement ça. Il faut qu'il y ait des amis partout qui font aussi le travail de lobbying pour nous et d'expansion du pays à l'étranger. Pour l'anecdote, il y a un seul restaurant tunisien à Séoul qui n'est pas tenu par un Tunisien, mais par une Coréenne, une vraie Coréenne qui n'est pas mariée à un Tunisien, rien à voir avec la Tunisie, mais qui gère un restaurant tunisien. On dirait à la Médina. Quand on rentre dans ce restaurant, il y a un gros drapeau qui flotte. Il y a toutes les assiettes sont des assiettes traditionnelles. Elle fait kosksim, slata meshouia. Elle ramène tous les ingrédients de Tunisie et elle fait ça parce qu'elle aime le pays. Parce qu'elle a eu le coup de foudre. Je regarde Mine et Amal qui connaissent ce restaurant. On se rencontre très souvent dans la communauté tunisienne là-bas, dans ce restaurant-là, qui nous ramène ensemble. Et j'ai trouvé ça absolument magnifique. Ce n'est pas un Tunisien qui est en train de faire ce lobbying pour son pays, c'est une Coréenne qui est amoureuse du pays. Donc il faut penser à recruter des alliés comme ça, et faire en sorte que notre patrimoine soit véhiculé par ces canaux, ces différents canaux, et qu'on ne pense pas seulement de manière traditionnelle comment porter le pays à l'étranger. Voilà. Donc peut-être créer des associations, les Amis de Tunisie, c'est ça? C'est justement ce qu'on a fait en Corée. On a une association d'amitié tuniso-coréenne. Poussé par l'ambassadeur que je remercie franchement parce qu'il a fait un travail remarquable, si Naftis Hamdali Nafti, qui a terminé sa mission, mais c'est lui qui a été le moteur de cette association-là qui existe encore, et on fait beaucoup de choses ensemble et ça marche à merveille, franchement. Très bien. José, qu'est-ce qu'on devrait faire? En tout cas, la démarche. Pour moi, d'abord, la marque Tunisie. Non, la marque Tunisie. Ben, pour moi, on manque de designers, mais c'est un truc de fou. Comment nos ingénieurs manquent de UX et UI, c'est un truc de fou. Pour moi, il faut qu'on travaille sur ça. Et il faut qu'il y ait des dizaines de marques comme Lyon. Si tu pouvais me montrer ton t-shirt. Soufiane, non, mais monte ton t-shirt. Franchement, rien que. Arrête ton truc, vas-y. Alors, ça fait pas partie du spectacle, ça, non? Vous voyez, c'est. Quand même, hein. Vous voyez, c'est nous, putain, c'est nous, Ahna Sha'ab Lahris, en fait. Et sérieusement, mais on est un peuple qui est à la fois har wahlou et je suis pas actionnaire Lyon, ne vous inquiétez pas, mais voilà, c'est ce genre de trucs qui font que la Tunisie est ce qu'elle et un pays qui est construit. Donc il faut qu'on ait absolument une nouvelle marque, une marque Tunisie. Il faut qu'on arrête de vendre nos plages et notre Sidi Bou Saïd parce que malheureusement ça n'existe pas ailleurs. Et si quelqu'un fait à moins 20%, donc les gens vont aller là-bas. Donc il faut qu'on crée autre chose. Après, il faut que l'État arrête aussi à un certain moment, à force de faire des taxes conjoncturelles à effet rétroactif. Comme l'année dernière, une taxe de 7,5% en décembre, il ne va pas y rester beaucoup de gens en Tunisie. Quand ils viennent jouer au ping-pong chez Koji, tu leur demandes ça? T'inquiète, on leur dit, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, un ministre peut changer les choses en Tunisie, ni le gouvernement. Oui, c'est vrai. Khaled, une question sur le comment? Le comment, à mon avis, il doit se baser principalement sur ce qu'on a de force, qu'on a réellement en Tunisie. Et je ne peux pas imaginer autre chose que la culture. Je ne peux pas oublier qu'on est un pays de 3000 ans de culture. Je ne peux pas oublier qu'on a le deuxième plus grand collégium dans le monde après celui de Rome. Je ne peux pas oublier qu'on a des richesses énormes. Je ne peux pas oublier que quand tu entres à Tibourbo Magis ou à Speit ou n'importe quel site archéologique en Tunisie, tu trouves des insignes qui disent interdit de filmer ou interdit de prendre des photos. Et tu trouves des États où tu es incapable même de prendre des photos et de les mettre sur Internet pour dire que c'est mon pays.
Donc déjà, rien qu'en capitalisant sur la culture qu'on a, je pense qu'on pourra faire des merveilles et on pourra ramener des gens, on pourra raviver le tourisme, on pourra attirer l'attention du monde entier sur ce petit pays qui a fait... Je vous donne un exemple. Dernièrement, j'ai découvert en fait que pendant 400 ans, la monnaie dans le bassin méditerranéen qui était au temps de Carthage, qui était le monde réellement, la monnaie, c'était la monnaie de Carthage et elle s'appelait shekel. Pendant 400 ans, la monnaie shekel, c'est le même que le shekel israélien aujourd'hui, et c'était la monnaie du monde entier. C'est incroyable. Pendant 400 ans, le monde ne fait de commerce qu'avec la monnaie de mon pays. Personne ne sait ça. On n'est pas en train de capitaliser sur ça. Et c'est ça, en fait, le soft power. Le soft power, c'est que quand des pays comme la Turquie, ils investissent de l'argent pour faire des... Harim Sultan. Harim Sultan, effectivement. Et à votre avis, pourquoi Nesma, par exemple, que j'aime bien, mais pourquoi, par exemple, les chaînes tunisiennes, y compris Nesma ou autres, ils sont en train de passer Harim Sultan ou autre? Parce que c'est économiquement valable pour eux. C'est parce que c'est pas cher de l'acheter. Et pourquoi c'est pas cher? Parce que la Turquie, elle est en train d'investir dans la culture pour faire de la diplomatie soft. Nous, on est en train de délaisser tout ça et on est en train de perdre un capital qui est énorme. Donc en fait, ça rejoint un peu l'argument de ce que nous disait tout à l'heure Shiran, justement sur la primauté et le rôle clé des industries culturelles et créatives. Alors peut-être on va conclure et le mot de la fin chez Tarek sur cette notion peut-être de comment. Le mot de la fin, encore une anecdote. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce bateau européen d'extrême droite qui est rentré dans les eaux territoriales tunisiennes. Et ce groupe de pêcheurs qui ont levé ce signe « No Racism ». Cette photo-là, elle a fait le tour dans les blogs coréens et elle a vraiment eu beaucoup, beaucoup de succès. Et ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis dit, ces pauvres pêcheurs de Gebes, ce qu'ils ont fait pour le pays, ça, aucune campagne ne peut l'atteindre, en particulier en Asie. Pourquoi ça a marché? Parce que ce sont des valeurs universelles, les valeurs de paix et les valeurs de tolérance, et en particulier dans les pays asiatiques qui sont extrêmement pacifiques. Ça marche vraiment beaucoup, ce genre de choses. Donc ils ont senti que ce message-là, qui était très simple, les a touchés profondément. On n'a pas eu besoin d'une campagne de millions de dinars pour faire ça. C'est juste des messages universels qui touchent les gens. Et je pense qu'on devrait donner beaucoup plus d'opportunités aux gens ordinaires du pays de véhiculer ce genre de messages-là, parce qu'ils le font bien dans des termes très simples et parce que c'est juste quelque chose qui pourrait, à long terme, nous ramener beaucoup plus qu'on ne pense. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci.